prison de haute sécurité pour les narcotrafiquants, expulsion des détenus étrangers, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, multiplie les annonces de réforme du système carcéral qui traverse une crise sans précédent. Mais comment en est-on arrivé là et les solutions avancées peuvent-elles être durables ? Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Prison à la peine, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 3, éviter la récidive. Vous vous souvenez peut-être, chers auditeurs, d'une polémique née le jour de la dernière Saint-Valentin, le 14 février 2025. Tout part de la maison d'arrêt de Toulouse-Seyss, où des détenus auraient bénéficié de soins du visage. Cette prison s'est transformée partiellement le soir de la Saint-Valentin en salon de beauté. Une trentaine de détenus volontaires ont bénéficié d'un soin du visage offert par une école toulousaine. Le syndicat local Force Ouvrière Justice s'insurge. Dans leur communiqué, ils écrivent « Non, vous ne rêvez pas, tout cela payé par nos impôts ». En réalité, des étudiantes en esthétique ont donné des conseils aux détenus gratuitement et elles n'ont d'ailleurs pas prodigué de soins directement. Mais pour le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, ce genre d'activité en prison demeure incompréhensible. Il est hors de question d'avoir des activités ludiques qui choquent tous nos concitoyens et qui m'ont choqué profondément lorsque j'ai appris que cette activité gratuite qui avait été proposée localement avait été acceptée. J'ai demandé au directeur de l'administration pénitentiaire que dès demain matin, une instruction soit donnée à tous les directeurs de centres pénitentiaires de toutes les prisons pour que nous nous limitions absolument qu'au soutien scolaire et à la langue française, à l'activité autour du travail et à l'activité sportive à l'intérieur de la prison et d'arrêter désormais totalement ces activités dont personne ne comprend pourquoi elles existent aujourd'hui. Les activités considérées comme ludiques sont alors suspendues dans les prisons jusqu'au 19 mai dernier. Ce jour-là, le Conseil d'État décide de désavouer la décision de Gérald Darmanin. La centaine d'activités qui avaient été mises en pause ont désormais pu reprendre. Plusieurs associations saluent cette décision, insistant sur l'importance de la réinsertion après la détention. Mais ce n'est donc pas l'avis du gouvernement, pour qui prévenir la récidive se fera plutôt par l'autorité de l'État. Pour le dernier épisode de cette série de podcasts sur les prisons en France, je suis toujours avec Céline Delbecq, journaliste au service Société de l'Express. Bonjour Céline. Bonjour Charlotte. Céline, nous allons donc parler aujourd'hui de réinsertion. Et comme pour les 2 épisodes précédents, je te propose de commencer par un état des lieux. Très bien, et peut-être qu'avant les chiffres, il faut une petite définition pour bien comprendre ce qu'on entend par réinsertion. C'est le fait, donc à la sortie de prison, d'assurer pour les anciens détenus un retour à la vie en société, avec un logement, un emploi, etc. Ça va donc aussi avec le fait de ne pas commettre une nouvelle fois le délit ou le crime pour lequel on a été incarcéré la première fois, comme tu l'imagines. Ce n'est pas le seul critère, mais c'est la façon d'objectiver le phénomène, notamment avec le taux de récidive et le taux de réitération. C'est-à-dire quand il y a une nouvelle infraction, mais que les conditions ne correspondent pas à la récidive légale. Le taux de récidive légale, notamment, est en constante augmentation en France. Pour la récidive légale à 5 ans, on est passé pour les crimes de moins de 1% en 1989 à 10% en 2023. Et pour les délits, on est passé de moins de 2%, donc en 1989, à 18% en 2023, d'après le ministère de la Justice. Si on ajoute les réitérants, en 2023, on avait 42% des condamnés pour délits qui étaient en état de récidive ou de réitération. Et Céline, est-ce qu'on connaît le profil de ces récidivistes ? Alors en France, ce sont généralement les plus jeunes. En 2023, 2 auteurs de récidive légale sur 5 avaient entre 20 et 29 ans. Il y a par ailleurs plus de récidives pour les délits que pour les crimes. Et plus précisément, le taux le plus élevé de récidive est enregistré pour les vols et les recels, c'est 23%. Et la conduite en état d'ivresse, c'est 23% également. Ça, c'est ce qu'on voit avec les statistiques, avec les chiffres, mais on ne connaît pas encore très bien les explications. On est en retard en France dans la compréhension de ce phénomène. Dans un rapport parlementaire de 2023, les autrices le déplorent, je vous le lis. La France manque de données sur les trajectoires en matière de récidive et de réinsertion des personnes sortant de prison qui permettraient de réaliser des évaluations qualitatives de l'efficacité des alternatives à la détention. Tous ces chiffres et ces constats ne sont pas très encourageants, mais est-ce que la
réinsertion est encadrée par la loi. Oui, parce que l'incarcération est censée avoir une mission de réinsertion, mais ça n'a pas toujours été le cas. L'objectif a été inscrit seulement en 1987 dans la loi, et pendant longtemps, on s'en est peu préoccupé, très clairement. En 1999, on crée ce qu'on appelle les SPIP, les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Aujourd'hui, il en existe 103 sur tout le territoire, et leur mission, c'est justement le suivi et l'évaluation des détenus, l'aide à la décision judiciaire pour individualiser la peine et l'insertion des personnes. Bref, c'est une institution chargée de prévention de la récidive et de la réinsertion. Elle s'est structurée et professionnalisée au fil du temps. Avec une augmentation des moyens, les effectifs des SPIP ont été multipliés par plus de 3 entre 2007 et 2021. Plus globalement, le budget alloué à la réinsertion a aussi augmenté au fur et à mesure des années. Il est par exemple passé de 69 millions d'euros en 2016 à 122 millions en 2025. Mais ça reste loin d'être une priorité. Le budget total de l'administration pénitentiaire, pour rappel, est de 5,2 milliards d'euros cette année. En tout cas, il faut attendre 2009 pour trouver vraiment une première grande loi de politique de réinsertion. Ce texte a notamment obligé les détenus à avoir au minimum une activité. Une activité, tu veux dire un emploi ? Alors oui, ça peut être un emploi. On sait que le travail permet d'améliorer les conditions de détention, d'appuyer les demandes de remise de peine et surtout de favoriser donc la réinsertion. En Italie, il existe d'ailleurs une île prison qui s'appelle Gorgona, où les détenus travaillent. Ces prisonniers de Gorgona ont un taux de récidive de 20% contre 80% dans le reste de l'Italie. Mais une activité dans la loi de 2009, ce n'est pas nécessairement un travail, ça peut aussi être une formation. 43% des détenus aujourd'hui sont sans diplôme ou de l'enseignement. En tout, 29% des détenus ont été scolarisés sur l'année 2022-2023, selon les derniers chiffres du ministère de la Justice, ce qui reste peu, sachant qu'une autre étude gouvernementale indique que plus d'un tiers des personnes incarcérées en France sont en difficulté dans la maîtrise de la langue française ou n'ont pas acquis la langue française comme langue maternelle. Et est-ce que ces activités, ça peut être aussi les activités que Gérald Darmanin qualifie de ludiques ? Oui, en théorie, je te cite ce que dit le code pénitentiaire, le détenu est obligé d'exercer au moins une activité proposée dès lors qu'elle a pour finalité sa réinsertion et est adaptée à son âge, à ses capacités, à sa personnalité et le cas échéant à son handicap. C'est en s'appuyant sur ce texte que le Conseil d'État a justement annulé la décision de Gérald Darmanin en précisant qu'il ne pouvait interdire par principe des activités conformes au code pénitentiaire, simplement parce qu'elles auraient un caractère ludique. C'est aussi un sujet qu'a mis en avant la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté dans son dernier rapport annuel. Elle dit « Les activités constituent également dans de nombreux établissements un des rares espaces propices à des échanges constructifs et à des réflexions indispensables à tout projet de réinsertion. » L'activité en prison est donc un facteur central de réinsertion, mais sur le terrain, la loi de 2009 est souvent difficile à appliquer. Nous allons donc lancer des initiatives pour que, d'une façon générale, l'activité soit au cœur de la peine, qu'il s'agisse de travail ou de formation, mais également de la capacité à offrir aux condamnés la possibilité de réintégrer pleinement la communauté nationale. Dans ce discours de 2018, à l'École nationale d'administration pénitentiaire, Emmanuel Macron annonçait remettre l'activité au cœur de la peine. Céline, on en est où aujourd'hui ? Alors, il y a une réforme du travail pénitentiaire qui est entrée en vigueur en 2022, qui a un peu fait avancer les choses. Elle modifie notamment le statut des personnes détenues qui travaillent avec la naissance d'un contrat d'emploi pénitentiaire qui renforce les droits des prisonniers avec, par exemple, un emploi du temps stable. Ça précise aussi la durée, la nature du travail, etc. Avec cette loi, les employeurs peuvent désormais recruter les détenus qui sont autorisés à travailler, alors qu'avant, seule l'administration pénitentiaire pouvait affecter les détenus à des activités. Il y a aussi des initiatives comme les projets Insert qui commencent à se mettre en place. C'est un dispositif qui a été annoncé en 2020 dont l'objectif est de construire 3 établissements de 180 places chacun où 100% des personnes détenues auront accès à un travail et à une formation.
Le premier doit d'ailleurs bientôt voir le jour à Arras, dans le nord de la France. Mais malgré ces dispositifs, le taux d'emploi en prison reste très faible aujourd'hui. On est passé de 46% en 2000 à autour de 30% aujourd'hui. Autrement dit, 70% des détenus ne travaillent pas. Et comment on explique ces taux assez faibles ? Il y a un manque d'offres d'emploi par rapport à la demande, tout simplement. On revient toujours au sujet de la surpopulation qu'on a évoqué dans le premier épisode ensemble. Et pendant que le nombre de détenus augmente, en parallèle, les activités de travail proposées en prison baissent progressivement, notamment depuis la crise de 2008. Et même pour les personnes qui ont un travail, l'effet sur la réinsertion n'est malheureusement pas magique, tu t'en doutes bien. La majorité de l'emploi pénitentiaire correspond à l'entretien de la prison. Après, on trouve du travail dans des ateliers de concession, c'est-à-dire des ateliers installés par des entreprises privées au sein des établissements pour y embaucher directement un détenu, où souvent les tâches sont répétitives et peu qualifiantes. Le salaire, lui, est limité entre 20 et 45% du SMIC horaire brut. Donc après la prison, il n'est pas forcément évident à la fois de poursuivre son activité ou d'en trouver une autre facilement. Et en dehors du sujet de l'activité, est-ce qu'il existe d'autres freins à la réinsertion aujourd'hui ? Bien évidemment, il y a les conditions de détention qu'on a évoquées. On revient encore une fois au sujet de la surpopulation et à ce qu'on a décrit en fait dans ce premier épisode, c'est-à-dire le manque d'hygiène, une santé physique dégradée, une santé mentale qui n'est pas prise en charge. Tout ça ne favorise pas évidemment la réinsertion. Plusieurs études prouvent d'ailleurs le lien entre mauvaises conditions de prison et récidive. C'est pas moi qui l'invente. Je t'en cite une qui date de 2015 d'un économiste américain dans le comté de Harris, au Texas, où il y a une forte surpopulation carcérale et un manque d'investissement. L'étude montre que chaque année supplémentaire d'incarcération augmente la probabilité de récidive. À l'inverse, il y a une autre étude qui a été réalisée en Norvège, où la densité carcérale était de 79,5% en 2022, donc très loin des chiffres français, où chaque détenu est seul dans sa cellule, et qui montre que dans ces conditions, la récidive diminue. En plus des conditions d'incarcération, l'importance d'être accompagné à la sortie joue énormément. Et l'accompagnement, tu nous l'as dit, c'est justement le rôle des SPIP. Ça veut dire que là aussi, il y a des difficultés ? Oui, c'est loin d'être parfait. Le budget et le personnel a certes augmenté ces dernières années au sein des SPIP, mais ils restent trop peu nombreux pour accompagner tous les détenus correctement. Les syndicats dénoncent notamment le fait que la France est encore loin des normes européennes fixées à 1 conseiller pour 60 personnes. Selon l'OIP, donc l'Observatoire international des prisons, certains peuvent suivre jusqu'à 120 personnes, avec des disparités entre les grandes villes, les zones rurales ou les départements d'outre-mer. Il peut donc arriver qu'un détenu sorte sans avoir pu rencontrer son conseiller. En plus de cet accompagnement, certains acteurs considèrent aussi qu'il faudrait plus d'aménagement de peine. Céline, tu peux préciser peut-être ce que c'est un aménagement de peine ? Ce sont des façons d'exécuter sa peine de prison, mais en milieu ouvert. Donc ça peut être la libération conditionnelle, par exemple, la semi-liberté, c'est-à-dire qu'on rentre la nuit à la prison, ou le bracelet électronique. Ça doit permettre aux détenus de se réinsérer progressivement. Par exemple, une étude de 2017 montre que le placement sous surveillance électronique réduisait le risque de récidive dans les 5 ans de 10 à 12%. Mais compte tenu de ce qu'on a dit durant les 2 précédents épisodes, je suppose que ce n'est pas du tout la ligne que suit le gouvernement. Effectivement, c'est ce qu'on disait dans nos 2 premiers épisodes, la politique pénale actuelle est plutôt répressive. Donc le gouvernement mise plutôt sur l'effet dissuasif de l'incarcération et sur l'autorité de l'État pour lutter contre la délinquance en général et donc contre la récidive. Pour le gouvernement actuel, le fait de traiter différemment les détenus en fonction du type d'infraction, avec par exemple des prisons de haute sécurité pour les narcotrafiquants et des prisons modulaires pour les courtes peines, c'est aujourd'hui la meilleure façon de favoriser la réinsertion. Là encore, c'est un débat purement politique. Est-ce que l'idée, c'est de moins de personnes en prison et donc décider d'une amnistie générale ou d'une régulation carcérale? La réponse est non. Si c'est ce qu'on attend de moi, je ne suis pas le bon ministre de la Justice. Moi, j'ai une vision ferme de notre capacité à condamner et à emprisonner des personnes. Mais fin mai, Gérald Darmanin a tout de même annoncé le lancement d'états généraux de l'insertion et de la probation qui commenceront le 24 juin. L'initiative, qui devrait durer jusqu'à l'automne, a pour objectif de faire naître de nouvelles pistes pour prévenir la récidive, notamment en ce qui concerne les mineurs. Malgré cette annonce, on voit que la communication politique se concentre plus sur la sécurité, la répression et l'incarcération pour répondre à l'impression de certains électeurs d'une justice laxiste. Incarcérer plutôt que réinsérer, c'est la méthode privilégiée par la France, mais il y a un pays qui a décidé de ne pas faire de choix entre les deux.
Dans l'épisode d'hier, nous sommes allés voir ce que fait l'Italie en matière d'incarcération des narcotrafiquants. Pour ce podcast, on va s'intéresser à un autre de nos voisins européens. Il y a un pays qui a décidé de ne pas choisir entre répression et réinsertion, c'est la Suède. Et pour en parler, je reçois en studio Axel Gilden, journaliste au service Monde de l'Express. Bonjour Axel. Bonjour Charlotte. Axel, tu t'es donc intéressé au système carcéral suédois. Et d'abord, tu as fait un constat, le pays rencontre, comme nous, un problème de surpopulation. Tout à fait. Donc c'est un problème qui est assez nouveau pour la Suède parce que c'est un pays qui historiquement était plutôt en sous-population. Donc il y avait beaucoup de places libres dans ce pays et qui est confronté depuis une bonne dizaine d'années maintenant à un problème de criminalité qui n'a fait qu'augmenter, qui lui-même s'appuie sur une guerre des gangs qui a trouvé son terreau au moment de la grande vague de migration qui a fait que les gangs ont pu recruter très facilement. Et aujourd'hui, on est dans un pays où il y a une criminalité exponentielle avec un nombre d'incarcérations également exponentiel puisque la législation s'est durcie et que donc les peines de prison se sont allongées et la législation d'ailleurs ne fait que se renforcer pour arriver à des standards plus européens parce que par le passé la Suède était, certains diront, carrément laxiste, quoi. Donc le taux d'occupation aujourd'hui des prisons suédoises il est de 102%. Alors qu'il était de l'ordre de 70% dans les années 70. Et donc, bien, on est dans des niveaux élevés, moins que la France, mais toutefois des niveaux élevés et très élevés si on compare aux autres pays scandinaves et à la Suède elle-même. Tu parles de narcotrafic, de surpopulation. Tout ça, ça ressemble beaucoup aux problématiques françaises. Alors, quelles sont les solutions avancées par la Suède ? Alors, la Suède et les Scandinaves en général sont des gens très pragmatiques. Quand il y a un problème, ils essaient de le résoudre. Et ils ont pris la décision d'appliquer le proverbe aux grands mots, les grands remèdes, et donc de non pas doubler, mais de tripler la capacité d'accueil des prisonniers. Donc la moitié des prisons suédoises sont en cours d'agrandissement pour passer d'environ 10 000 places à environ 30 000 places d'ici 10 ans. C'est considérable. Et surtout, le budget de l'administration pénitentiaire a lui aussi triplé. Il est passé de 1,4 à 4 milliards d'euros. Évidemment, on recrute des surveillants de prison. Enfin, il y a toute une infrastructure derrière qui fait qu'il y a un véritable boom des prisons en Suède, mais avec l'idée qu'il faut traiter un problème et non pas l'aggraver, car la surpopulation carcérale est vue comme un problème à traiter d'urgence en Suède. Et malgré cette politique d'incarcération que tu nous décris, la réinsertion, ça reste une priorité en Suède. Oui, précisément. Donc, c'est l'idée qu'il faut continuer avec cet idéal scandinave d'une prison à visage humain. Et avec toujours cet objectif de réinsérer les détenus à la sortie de prison, puisque le but est de protéger la société. Il n'est pas vraiment de punir les détenus qui sont déjà punis par leur incarcération. Donc on ne veut pas renforcer ça en leur infligeant des mauvais traitements. On prend en compte en quelque sorte le bien-être des détenus, c'est-à-dire par exemple, les architectes font attention au bruit. Il ne faut pas que ça soit des environnements trop anxiogènes. Il y a des fenêtres dans les prisons en Suède, c'est-à-dire que très souvent on a des perspectives visuelles sur le ciel ou sur des forêts, mais ce n'est pas seulement au bénéfice des détenus, c'est aussi au bénéfice des surveillants. Ça leur facilite grandement la tâche. Donc tout cet environnement, humain, avec des cellules qui sont ouvertes de 7h du matin à 19h où les détenus peuvent circuler. Il y a des temps de promenade qui sont assez importants. Et puis surtout, il y a beaucoup d'accent mis sur des ateliers, du travail, même de l'apprentissage. Alors c'est pas non plus, contrairement aux clichés qui voudraient que les prisons scandinaves sont des prisons 5 étoiles, c'est pas vrai. C'est des prisons juste où on respecte la dignité humaine, ce qui est pas exactement la même chose. Effectivement, il n'y a pas de rats, c'est juste propre. Bah oui, on a quand même droit à la propreté, même si on est détenu, et on a droit à un minimum de respect. Et les chiffres prouvent que c'est peut-être une méthode dont il faudrait s'inspirer. Justement, Axel, que disent les chiffres de cette politique en Suède ? Alors aujourd'hui, du coup, le résultat de tout ça, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on a des taux de récidive qui sont beaucoup plus faibles qu'en France. Ils sont de l'ordre de 30% dans les 3 années consécutives à la libération des détenus. Bon, 30%, vous me direz, c'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup moins qu'en France, où on est à plus de 52%. Et ceci explique cela. Ce pays a donc fait le choix de concilier emprisonnement massif et politique ambitieuse de réinsertion. Céline, tu es toujours avec nous en studio. Est-ce que ce genre de réforme, comme en Suède, pourrait sortir la France de la crise ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut s'emparer de ce sujet qu'on a trop longtemps laissé sous le tapis. J'aimerais te citer la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté dans son dernier rapport paru fin mai.
Punir est normal, écarter un temps aussi. Mais il n'est plus possible d'accepter les sanctions telles qu'elles sont devenues, ni d'envoyer ceux qui ne respectent pas la loi dans des lieux qui ne la respectent pas. Merci beaucoup Céline de nous avoir accompagnés tout au long de cette série. À bientôt. Et merci beaucoup Axel pour tes explications. Merci. Si ces podcasts vous ont plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse mail laloupe@l'express.fr. Prison à la peine est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Solène Alifa, réalisée par Jules Cros avec Emeline Dulliot. Retrouvez-nous demain pour passer à La Loupe une actualité de la semaine.